Depuis hier, le 7 mai 2025, le monde entier a les yeux rivés sur Rome. Rome, où il y a un processus électoral extrêmement particulier, mais historique, parce que ça fait des siècles que ça se passe comme ça, pour élire un nouveau pape. Un collège des cardinaux, ils sont 133, je crois, cette année, d'après ce que j'ai compris, 133, qui doivent donc élire de façon secrète, probablement cette année, peut-être, on aura un pape africain. Et des potentiels papes africains, on parle d'un cardinal au Ghana, d'un cardinal de Guinée, et nous avons le cardinal d'Alger. Le cardinal d'Alger qui va participer à cette élection. Nous avons le cardinal d'Alger qui s'appelle Jean-Paul Vesco, qui est algérien aussi depuis 2023. Et autant que cardinal, il peut devenir pape. Regardez ce qu'il a dit dans cette interview. Le divorce entre la France et l'Algérie serait une voie suicidaire pour la France. Les conséquences ne seraient pas seulement une rupture des relations diplomatiques avec un pays, mais le divorce silencieux de millions de Français. Il dit en Algérie, tout est fondé sur la relation de confiance. Cette confiance a été perçue comme trahie par le changement de position française sur la question hautement symbolique du Sahara occidental, alors qu'elle semblait être en train de se tisser entre les deux présidents. Il a eu raison, il a eu vraiment raison de le rappeler. Là, le départ de la crise, c'était à cause du Sahara occidental et du Maroc. C'est pas à cause de Rotaillot, c'est pas à cause des migrants algériens. Depuis hier, le 7 mai 2025, le monde entier a les yeux rivés sur Rome. Rome, où il y a un processus électoral extrêmement particulier, mais historique, parce que ça fait des siècles que ça se passe comme ça, pour élire un nouveau pape. On appelle ça le collège des cardinaux, ou le conclave. Donc on appelle le conclave, et même un film là-dessus, le conclave, qui a été diffusé récemment, qui a fait un carton pour nous montrer comment ça se passe, comment on peut élire un pape. Et tout se passe de façon extrêmement précise, un protocole historiquement bien déterminé et secret, où les personnes qui doivent élire, on appelle ça les cardinaux, un collège des cardinaux, ils sont 133 je crois cette année, d'après ce que j'ai compris, 133, qui doivent donc élire de façon secrète. Ils n'ont pas le droit d'avoir un téléphone, ils n'ont pas le droit de parler aux gens à l'extérieur. Ils s'enferment dans un endroit pendant plusieurs jours et ne sortiront pas de cet endroit jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit élu. Le processus a commencé hier le 7 mai. Peut-être le conclave est connu par une image symbolique, fumée noire, fumée blanche. Quand il y a la fumée blanche, ça veut dire que un nouveau pape a été désigné. Fumée noire, ça veut dire qu'il n'y a pas de pape qui a été encore désigné. C'est très particulier, c'est un processus historique. Bon, ce qui est particulier cette année, c'est que on pense que peut-être les cardinaux. Alors d'abord il faut savoir pourquoi on va s'intéresser à ce sujet, parce que probablement cette année, peut-être on aura un pape africain. Voilà, un pape africain. Il y a eu un pape sud-américain. Pourquoi pas un pape africain? L'Afrique est considérée comme le continent où la chrétienté se développe très puissamment, très intensément, notamment le catholicisme. Et cette année, on parle d'un pape africain, parce que la diversité de l'Église, ce que l'ancien pape qui est d'origine argentine avait fait, le défunt pape avait marqué l'humanité par son esprit vif, etc., son intérêt pour les migrants, pour les réfugiés, pour l'autre, le dialogue interreligieux, sa culture d'Amérique latine lui a permis de traiter des sujets extrêmement complexes avec beaucoup de diplomatie, et il avait ému le monde entier par son humanisme. Et cette part d'humanisme est expliquée par les observateurs, par ses origines de l'Amérique argentine, Amérique latine, ce qu'il a vécu, ce qu'il a connu, la dictature, la chaleur de les valeurs de la vie là-bas, la chaleur humaine, la joie de vivre, etc. Donc il a apporté une certaine, on va dire, à la fois une certaine profondeur, une certaine une émotion, un certain humanisme, alors que les papes d'origine européenne sont considérés comme rudes, comme durs, comme intransigeants, comme un peu froids, alors qu'un pape qui viendrait d'Afrique ou d'Amérique latine, peut-être il pourrait mieux comprendre les mutations de ce monde où le Sud global est en train d'évoluer et devenir une force géopolitique, une force démographique, une force économique aussi importante. Alors dans l'histoire, il y a eu déjà trois papes, voilà, on va dire trois papes africains dans l'histoire de l'Antiquité. C'était vraiment dans l'Antiquité, il y avait déjà trois papes africains, mais c'est dans l'Antiquité, ils sont nés en Afrique du Nord, justement. Alors leur lieu de naissance entre la Tunisie, à l'époque la Tunisie, l'Algérie, le Maroc n'existait pas. C'était la Numidie, c'était plus exactement la Numidie, etc. Donc ils sont nés en Afrique du Nord. Aujourd'hui, il y a des papes africains qui sont privilégiés, peut-être, non, il y a des cardinaux, il y a des candidats pour devenir des papes. Il y a des potentiels papes africains. On parle d'un cardinal au Ghana, d'un cardinal de Guinée,
Et nous avons le cardinal d'Alger. Le cardinal d'Alger qui va participer à cette élection et qui sera parmi les cardinaux qui devront voter et peut-être, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe, les cardinaux décident entre eux qui est candidat, qui n'est pas candidat, ça se dit pas, c'est pas une élection pour un président ou un chef de l'État, c'est quand les cardinaux vont se rencontrer entre eux, et là ils vont décider d'élire ou de choisir, ou ils se parlent entre eux, etc. Ensuite, les gens qui ont des ambitions se présenteront et ils seront choisis. Alors, nous avons un cardinal, effectivement. Alors, comment ça se passe dans l'Église catholique? Rapidement, c'est l'Église, elle est organisée, le pape, c'est le chef d'État, quelque part. Le Vatican est un État, le plus petit État du monde. Ensuite, vous avez les cardinaux. Les cardinaux, ils ont le rang de conseillers, ils ont le rang de ministre, si vous voulez, l'équivalent. Ensuite, vous avez les archevêques. Les archevêques, c'est les responsables d'une grande circonscription, d'un grand diocèse, c'est-à-dire d'un ensemble territorial où il y a beaucoup de chrétiens. Ensuite, vous avez les évêques, archevêques, évêques. Ensuite, vous avez les prêtres et les religieux, etc. Nous avons le cardinal d'Alger qui s'appelle Jean-Paul Vesco, qui est algérien aussi depuis 2023. Depuis 2023, il est âgé de 63 ans et la seule condition pour devenir pape, c'est pratiquement se faire voter, se faire élire lors d'un vote, voilà, récolter les 2/3 des votes des cardinaux et être âgé de moins de 80 ans. C'est pratiquement les seules conditions. C'est-à-dire que l'Église catholique évite d'avoir un pape au-delà de 80 ans parce que il sera fatigué, il sera malade, il pourra pas assumer sa tâche. Un pape doit voyager beaucoup, doit faire le tour du monde, doit beaucoup travailler, doit faire beaucoup de réunions, doit faire beaucoup de visites, doit énormément travailler. C'est un vrai chef d'État. Un vrai chef d'État, sauf qu'il est considéré comme presque sacré. Voilà, pas sacré, mais comme important, en tout cas. Il est par pratiquement 2 milliards de catholiques. Donc, c'est un poste, quelque part, universel. Le nombre des catholiques, on est dans les 2 milliards et quelques dans le monde. C'est la première religion pratiquée au monde. Voilà. C'est la première religion pratiquée au monde. Juste après, nous avons l'islam. Alors, les chiffres varient un petit peu. On parle on va dire, normalement, le nombre des catholiques, il est de 1,5 milliard. 1,5 milliard. Voilà. Pas 2 milliards, je m'excuse, je corrige, alors que le nombre des musulmans est d'1 milliard et quelques aussi. C'est les deux religions les plus pratiquées au monde, on va dire. En tout cas, le pape, c'est un poste important. Alors, nous avons le cardinal d'Alger, il a été élevé cardinal récemment, alors qu'il était uniquement l'archevêque d'Alger. Quand on est élu, quand on est désigné cardinal par le pape, ça veut dire qu'on a pris une dimension importante à l'échelle de la hiérarchique de l'Église. Et d'abord, le pape François Ier, qui est mort, l'a nommé archevêque d'Alger, c'était en 2021. Il est cardinal depuis le 6 octobre 2024. Et autant que cardinal, il peut devenir pape. Rien ne l'empêche de devenir pape. Il est âgé de moins de 80 ans et il est cardinal. Alors officiellement, Jean-Paul Vesco, qui est d'origine de Lyon, qui a vécu toute sa vie à Lyon, mais qui connaît très bien l'Algérie puisqu'il a travaillé essentiellement en Algérie. Il a fait pratiquement toute sa vie en Algérie. Il a été l'évêque d'Oran, ensuite il a été à Tlemcen. Il a commencé sa carrière au service de l'église, d'abord à Tlemcen au début des années 2000. Puis il est parti à Oran comme vicaire du diocèse de la deuxième ville d'Algérie. Ensuite il est revenu en France en 2010. Ensuite en 2012 il revient en Algérie. Il est d'abord nommé évêque d'Oran avant d'être nommé archevêque d'Alger en 2021, et en 2023, Abdelmajid Tebboune lui accorde la nationalité algérienne. Pourquoi pas donner de l'importance? L'Algérie a toujours eu un rapport très cordial, très apaisé avec l'Église catholique. D'ailleurs, on devra faire une émission pour parler de l'histoire des relations entre l'Algérie et l'Église catholique. L'Église catholique a toujours été respectée en Algérie parce que c'était une institution qui a toujours veillé sur le respect de la souveraineté de l'Algérie, la diversité culturelle et ethnique de l'Algérie. Et c'est un élément d'apaisement, c'est un élément qui a permis aussi, l'Église catholique a toujours aidé l'Algérie dans des combats importants contre le terrorisme, de combats contre l'obscurantisme, contre l'analphabétisme. Lors de l'Algérie indépendante, les membres de l'Église catholique ont beaucoup œuvré pour aider l'Algérie à construire l'Algérie indépendante, pour le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Donc il y a des rapports très harmonieux. Et l'Algérie est l'un des pays les plus africains, les plus importants pour la chrétienté. Parce que nous avons des chrétiens locaux et nous avons donc pas beaucoup de chrétiens catholiques. Leur nombre,
Il n'y a pas de chiffre très précis. On parle de fois de 50 000, entre 50 000 et 70 000. Le chiffre franchement, de 100 000, plus de 100 000 qui est évoqué par certaines sources n'est vraiment pas très fiable. Et la majorité des catholiques, on va dire, chrétiens, ou la majorité des catholiques qui sont installés en Algérie sont des étrangers. C'est des étudiants d'Afrique subsaharienne, c'est des expatriés, c'est des Français qui sont restés en Algérie ou des Français qui sont venus en Algérie. C'est une petite communauté avec qui a un patrimoine important, l'église Notre-Dame d'Afrique, Santa Cruz d'Oran, il y a des églises à Naba. On a un patrimoine architectural et religieux assez important qui est hérité essentiellement de la colonisation, mais c'est un patrimoine architectural et religieux catholique qui fait partie du patrimoine historique de l'Algérie. Bon, officiellement, notre ami Jean-Paul Vesco n'est pas candidat. De toute façon, personne ne dit qu'il est candidat. Il n'y a pas c'est pas des élections politiques. Celui qui veut devenir pape ne le dit pas, dans les médias, ne le dit pas jamais publiquement. Ses récentes déclarations, il a dit Jean-Paul Vesco, il a dit je ne pense pas que la question, quand on lui avait posé, quand des médias français ou des médias spécialisés ou des médias catholiques lui ont posé la question, est-ce qu'il a envie de devenir pape, il a dit je ne pense pas que la question soit véritablement à l'ordre du jour, je ne sais pas ce que sera le conclave, mais pour l'instant je me dis que peut-être je ne rentrerai pas à Alger. Je ne me dis pas que peut-être je ne rentrerai pas à Alger. Je suis aujourd'hui absolument dans la dynamique de rejoindre mon diocèse à la mi-mai. Ça veut dire qu'il va rentrer à Alger. Un diocèse, c'est une circonscription territoriale catholique désignée par l'Église selon le nombre des fidèles qui vivent dans un territoire géographique bien précis qui est administré par un évêque ou par un archevêque. Un évêque contre l'archevêque contre la région compte beaucoup de chrétiens, elle est importante pour l'Église catholique, on nomme un archevêque. Et l'Alger, elle a un archevêque. L'archevêque, c'est Jean-Paul Vesco, depuis 2021. Donc lui, il dit que je vais revenir à Alger, j'ai pas d'ambition, etc. Mais quand même, il pourrait devenir pape. Celui qui pourrait devenir pape, en tout cas, je vous parle de lui parce qu'il a une sagesse vraiment exceptionnelle. C'est quelqu'un de très sage. Et récemment, il avait accordé une interview à un journal français qui s'appelle La Croix, et qui est un journal on va dire de tendance conservatrice. C'est le média du courant du mouvement catholique français. De ces catholiques français, c'est un média qui parle de la religion catholique, etc. Mais c'est un quotidien d'information générale. Mais il défend quelque part, il parle des préoccupations de la population catholique française. Et on lui avait posé la question sur la crise entre l'Algérie et la France. Il avait vraiment il avait une analyse très touchante. Parce que c'est quelqu'un qui vit en Algérie depuis le début des années 2000, donc il connaît très bien l'Algérie. C'est un Français qui est né à Lyon, donc il connaît les deux pays. Il a eu un regard, il est maintenant franco-algérien, parce qu'il a la nationalité algérienne. Il a eu un regard très lucide. Regardez ce qu'il a dit dans cette interview. Le divorce entre la France et l'Algérie, appelé de leur vœu par des responsables politiques qui semblent régler des comptes avec leur histoire personnelle, serait une voie suicidaire pour la France. Les conséquences ne seraient pas seulement une rupture des relations diplomatiques avec un pays, mais le divorce silencieux de millions de Français musulmans, pas seulement franco-algériens et souvent parfaitement intégrés, avec le pays dans lequel ils vivent et qui contribue à faire vivre. C'est ce qui est en train de se produire et c'est l'une des raisons principales de ma colère. Il explique très bien le divorce entre l'Algérie. Bon, lui, il critique un peu les autorités françaises parce qu'il a été interrogé par un média français. Je pense comme il n'y a pas de liberté de la presse en Algérie, il risque pas d'être interrogé par un média algérien sur les dirigeants algériens. Mais il le dit clairement, au-delà de ce qu'il dit sur les dirigeants français, il dit que le divorce entre l'Algérie et la France est catastrophique et chaotique, parce qu'il y a des millions de personnes qui seront touchées par des conséquences désastreuses de ce divorce, et des millions de personnes dans leur histoire personnelle qui sont liées aux deux pays, et qui contribuent au développement des deux pays, et qui contribuent à faire vivre les deux pays. Les Algériens qui vivent en France font vivre toute leur famille en Algérie, et les Algériens qui vivent en France font vivre aussi une partie de l'économie française, ils contribuent au développement de la France, et les Algériens, les Franco-Algériens, ou les Français qui vivent entre l'Algérie et la France, parce qu'ils sont franco-algériens, ils sont aussi français, pleinement français, ils contribuent à faire vivre les deux pays.
Et c'est vraiment très bien dit, très bien expliqué. Et quand on lui pose aussi une question euh, sur il a tout compris, franchement. Il a tout compris, l'archevêque d'Alger. Quand on lui dit sur les causes de la crise entre l'Algérie et la France, regardez ce qu'il dit. Il dit en Algérie, tout est fondé sur la relation de confiance. Cette confiance a été perçue comme trahie par le changement de position française sur la question hautement symbolique du Sahara occidental, alors qu'elle semblait être en train de se tisser entre les deux présidents. C'est tout de même le point de départ de la crise actuelle. Il a eu raison, il a eu vraiment raison de le rappeler. Là, le départ de la crise, c'était à cause du Sahara occidental et du Maroc. C'est pas à cause de Rotaillot, c'est pas à cause des migrants algériens. Le cardinal Vesco, il a tout expliqué. Le problème du Sahara occidental et du Maroc, c'est pas le Maroc en lui-même, c'est cette confiance. L'Algérie considère la France comme un pays, comme un partenaire à part. Pour l'Algérie, la France n'est pas comme les États-Unis, ne sera jamais comme les États-Unis, ne sera jamais comme la Russie, ne sera jamais comme la Chine. C'est un partenaire où la relation, elle est basée sur l'émotion. Elle n'est pas basée sur la raison. Comme il y a eu un passé douloureux, comme il y a eu un passé, une mémoire commune très blessée encore et une mémoire blessante et blessée à la fois. Comme il y a encore des blessures qui sont encore vives, nos liens avec la France sont importants parce que voilà, l'histoire, la mémoire et la démographie, les millions d'Algériens qui vivent en France. Donc pour nous, la France n'est pas un rapport géopolitique, ce n'est pas un rapport diplomatique, c'est un rapport émotionnel. Tout est basé sur la confiance. Quand on a une confiance, quand la confiance entre des dirigeants algériens et français règne, les deux pays sont sur la même longueur d'onde et tout se passe à merveille dans les relations bilatérales. Mais quand la confiance elle est rompue, c'est les crises, c'est les malentendus et c'est les tensions diplomatiques et politiques interminables. Et cette confiance a été rompue parce que Tebboune pensait que Emmanuel Macron ne lui fera jamais le coup de se rallier au Maroc. Il pensait qu'Emmanuel Macron, par respect pour l'Algérie, va observer une certaine neutralité face au Maroc. C'est pas la question du Sahara occidental en tant que soi, c'est la question de la confiance, de la parole qui a été donnée par Macron aux dirigeants algériens. Les dirigeants algériens se sont sentis blessés, profondément blessés par cette parole qui a été trahie par Emmanuel Macron. Et ça, moi, je l'ai déjà dit dans mes émissions, dans mes vidéos, j'ai même expliqué à des interlocuteurs français que j'ai rencontrés, etc. Ils ont du mal à le comprendre. Et Vesco, Monsieur Vesco, le cardinal d'Alger, l'archevêque d'Alger, le cardinal qui pourrait peut-être devenir pape, on l'espère pour lui, un pape avec une nationalité algérienne, pourquoi pas. Il explique très bien. Il explique vraiment très bien. Cette confiance a été rompue. Ouais, pourquoi elle a été rompue? Parce que les dirigeants français, peut-être, auraient dû, avant de reconnaître la Marocaine du Sahara occidental, tenir compte de la particularité, de la dimension émotionnelle et émotive des rapports avec l'Algérie. La France n'est pas l'Espagne. Pour l'Algérie, l'Espagne, il n'y a pas d'intérêt avec l'Espagne. Mais à part les intérêts économiques et politiques, il n'y a pas d'intérêt historique, il n'y a pas d'intérêt démographique, il n'y a pas d'intérêt émotionnel. L'Espagne n'a pas occupé l'Algérie, il n'y a pas 3 millions, 4 millions d'Algériens qui vivent en Espagne. C'est pas du tout la même s'il y a des relations historiques profondes, depuis que Cervantes et depuis la régence d'Alger. Mais non. Le rapport avec la France est complètement différent. La France est une partie de l'intimité algérienne, comme l'Algérie fait partie de l'intimité française. C'est une relation vraiment intime. Et le cardinal Vesco l'explique très bien. Il aurait fallu peut-être que les dirigeants français fassent preuve de pédagogie, parlent avec les Tebboune pour dire voilà, on ne peut plus ne pas soutenir on ne peut plus ne pas soutenir le Sahara occidental, on ne peut plus ne pas soutenir le Maroc est la raison, nos intérêts à nous en tout cas nous dictent de se rallier au Maroc parce que on peut pas on peut pas continuer à céder ou on peut pas continuer à compromettre nos intérêts. En tout cas, il y avait un travail de pédagogie qui était nécessaire. Bon, alors, certains interlocuteurs français estiment et affirment que ce travail de pédagogie a été fait. Que c'est Tebboune qui a été entêté. Voilà. On ne peut pas maintenant charger uniquement la France et oublier nos avancées des dirigeants extrêmement compliqués, et ils sont très tordus, ils sont très, on va dire, irrationnels. Jusqu'à quand peut-être, je sais pas, en tout cas il y a un débat. Est-ce qu'on devrait changer le type de relation entre l'Algérie et la France? Est-ce qu'on devrait est-ce que la relation entre les deux pays devrait cesser d'être intime? Ah, c'est un autre débat. Parce que ce que dit le cardinal Vesco a raison, mais est-ce que forcément, est-ce que cette relation doit rester comme ça pour les générations futures? Peut-être qu'il faudrait dépassionner cette relation et cesser d'avoir des sentiments d'attachement à la France, comme la France devrait cesser d'avoir des sentiments d'attachement à l'égard de l'Algérie. Peut-être qu'on devrait sortir du sentimentalisme, de l'émotion et de revenir à des relations d'intérêt politique et géopolitique pur.
Mais là, c'est un travail. Il faudrait que la génération qui a connu la guerre d'indépendance disparaisse. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle génération de dirigeants algériens, comme il faudrait qu'il y ait une nouvelle génération de dirigeants français. Il faudrait peut-être que les descendants de Pieds Noirs et les descendants des nostalgiques d'Algérie française disparaissent aussi. Il faudrait peut-être, dans une génération, peut-être on pourrait faire ce travail et dépassionner les relations et normaliser ces relations d'État à État. Parce que les relations de l'Algérie et de la France, elles ne sont pas normales. Elles sont vraiment pas normales. C'est des relations de mariage. C'est pas des relations de partenariat entre les deux pays. Et ensuite, bon, le cardinal Vesco parle de la blessure de la colonisation qui n'a pas été guérie, de comment la France a abusé de l'Algérie, comment l'Algérie se sent toujours abusée, des blessures qui sont totalement vives. Il a raison sur ce plan-là. Oui, dans la mémoire algérienne, effectivement, on a toujours ce sentiment d'avoir été abusé, violé, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut sortir de ce cadre-là. Finalement, la solution, moi je parlerai peut-être pas de divorce, je parlerai de séparation. Il faudrait que peut-être l'Algérie et la France se séparent pour sortir de l'affect afin de revenir vers la raison. Et moi je suis pas d'accord sur tout, je suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, le cardinal Vesco. Et j'espère encore une fois qu'il sera le prochain pape. Mais il a cette lucidité de trouver la bonne formule et la sagesse nécessaire pour formuler les véritables problèmes entre l'Algérie et la France. Les véritables problèmes entre l'Algérie et la France sont la confiance, le sentiment de confiance qui a été rompu, le sentiment de dépendance l'un vers l'autre. Les Algériens sont dépendants de la France est dépendante de l'Algérie. Qu'on le veuille ou non, parce qu'on a des liens d'intimité. Cette relation d'intimité qu'on a entre les deux. Tant que dans ce cadre-là, on accepte ce cadre-là pour régir les relations bilatérales. Si on n'accepte plus ce cadre-là, il faut se séparer dans la douceur. Il faut se dire, ok, on a une histoire commune, mais c'est plus la priorité de l'histoire. On a des millions de personnes qui vivent entre les deux pays. C'est bien, on peut utiliser ce paramètre comme étant une richesse pour entretenir les relations bilatérales et les développer, mais ça peut pas être un baromètre pour décider de certains choix géopolitiques, de certains choix diplomatiques. Mais là, c'est un débat, c'est un dialogue qui doit se mettre en place entre Français et Algériens pour assainir leurs relations, mais il faut déjà qu'ils reconnaissent dès le départ qu'ils sont un couple, que ce n'est pas un partenariat d'État à État, c'est un couple.